Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de réponse en fréquence. Alors 2-3 choses avant de commencer. Déjà cette vidéo c'est la suite d'une première qui est sortie il y a quelques jours et qui abordait les ordres acoustiques. Et ensuite un petit disclaimer comme la dernière fois, moi je suis pas un professionnel de l'acoustique ni même un vidéaste. Ces vidéos elles ont que pour objectif de compiler un certain nombre d'infos que j'ai rassemblées pendant mes recherches. Donc n'hésitez pas à me faire remarquer à la moindre erreur en commentaire par exemple. Alors si vous vous intéressez un peu au design de caissons, vous avez peut-être déjà parcouru un de ces sites qui donne un certain nombre de caractéristiques sur chacun des caissons et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Et pour cela, je vais utiliser la courbe de réponse en fréquence très connue du MHB 4818. C'est un subwoofer que vous retrouvez dans de nombreux sound systems, techno notamment. Et voici cette courbe de réponse. Alors tout d'abord, on va commencer par savoir ce qu'on trace. En abscisse, on a des fréquences et en ordonnée, on a un niveau de pression en dBSPL. Donc cette courbe, c'est le niveau en pression que peut produire une enceinte en fonction de la fréquence. Alors il faut bien que tout le monde mesure de la même manière, sinon personne ne va s'entendre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de tracer la réponse en fréquence de l'enceinte à 1 mètre lorsqu'on envoie 1 watt dans le haut-parleur. C'est pour ça qu'on parle de courbe à 1 watt, 1 mètre. Alors on va analyser un petit peu plus en détail cette courbe et on va commencer par tracer la sensibilité, c'est-à-dire le niveau moyen de dB que peut produire l'enceinte sur la plage de fréquence sur laquelle on l'utilise. Ici par exemple on obtient 105,5 dB de sensibilité. Si on descend de 3 décibels en dessous de cette droite, on trace la ligne verte qu'on va appeler la f.3. Et de cette f.3 découlent 3 informations. Déjà la bande passante de l'enceinte, puis la fréquence de descente, ici c'est 47 Hz, et de montée, c'est 220 Hz. Donc typiquement le MHB 4818, on l'utilisera entre 47 Hz et 220 Hz. Alors un schéma que j'ai trouvé super intéressant et que j'ai trouvé sur le site de Sound Agency, c'est ce triangle qui symbolise les 3 grandeurs influentes d'une enceinte, mais aussi les limites physiques qui les accompagnent. En fait, si on place un point à l'intérieur de ce triangle, on va pouvoir se rendre compte que une enceinte très volumineuse pourra produire beaucoup de décibels et jouer des notes graves. Une enceinte très compacte pourra produire beaucoup de décibels mais sera limitée dans les basses fréquences. Et enfin, une enceinte très compacte et qui joue des notes graves sera limitée en termes de décibels. On va pouvoir détailler un petit peu ces 3 points et on va commencer par le volume. Le volume il est donné en litres pour des enceintes. Ça peut paraître stupide mais c'est souvent le premier critère en fait. Est-ce que vous voulez un gros sound system bien massif ou est-ce que vous voulez que l'enceinte elle rentre en tas de meubles, que vos caissons soient transportables par camion ou bien qu'il faille 3 personnes pour les soulever. En général, une fois qu'on a décidé d'un volume, c'est sur les 2 paramètres suivants qu'on va jouer. La sensibilité, donc pour rappel le niveau moyen du caisson sur la bande passante à 1 watt 1 mètre, c'est le seul critère sur lequel on peut légèrement tricher par le biais de la puissance. En fait, le niveau émis de l'enceinte, elle dépend de la sensibilité, mais aussi de la puissance du haut-parleur. Plus j'ai un haut-parleur puissant, plus j'aurai un niveau émis par l'enceinte fort. Donc on peut choisir une enceinte très compacte et ayant une bonne descente, si on dispose d'un haut-parleur suffisamment puissant pour compenser. Mais tout ça, ça s'accompagne évidemment d'une consommation électrique supérieure, de haut-parleurs plus chers, etc. Et enfin, je voulais faire un lien entre la descente, donc la note la plus grave que notre enceinte pourra reproduire à moins 3 dB de la sensibilité, et la bande passante. En fait, c'est très bien d'avoir une enceinte qui descend sous les 25 Hz, mais il faudrait qu'elle puisse couvrir suffisamment de fréquences pour être utile. Je vais prendre comme exemple ces 2 sound systems que j'ai trouvés en ligne et qui présentent un petit peu leur système. Et on peut observer que chaque section a un rôle très précis. Je vous parlais de bandes passantes étroites juste avant, mais c'est par exemple le cas des scoops, qui sont utilisés pour les 2 sound systems qu'on a devant nous, et malgré une forte sensibilité, ils ne servent que entre 30 et 90 Hz. Et ça c'est bien dommage parce que c'est entre 90 et 150-200 Hz environ qu'on a toute la partie percussive de la basse, qu'on appelle les kicks, et c'est précisément le rôle des caissons qui sont situés juste au-dessus, qui vont avoir une bande passante située aux alentours de 90 à 200 Hz. Alors si on s'arrête là-dessus très rapidement, en plus d'avoir des bandes passantes différentes, les haut-parleurs qui sont utilisés ne sont pas les mêmes. Les subwoofers ils vont avoir des membranes très lourdes, avec beaucoup de dévêtements, pour produire un son puissant mais peu percussif. Et les kicks c'est vraiment l'inverse, ils ont des membranes plus légères mais ils bougent beaucoup plus vite. Alors les 2 sound systems que vous voyez là, ils utilisent des systèmes 5 voix, c'est-à-dire qu'il y a 5 haut-parleurs différents qui occupent chacun une plage de fréquence. On ne voit pas toujours parce que par exemple là les MT121 ils ont 2 haut-parleurs à l'intérieur et les tops à droite c'est des haut-parleurs coaxiaux, donc il y a entre guillemets 2 haut-parleurs en un pour simplifier à l'extrême. Donc pour séparer les différentes bandes de fréquences et les adresser aux bonnes enceintes afin que chaque enceinte travaille dans la plage de fréquence pour laquelle elle a été conçue, on utilise des crossovers qui s'occupent de séparer les signaux entre guillemets. Alors celui-ci que je vous ai mis là il a que 4 voix. Dans ma petite série de vidéos, moi j'ai pas prévu d'entrer dans les détails de crossover, ni même de mid-top, qui sont en général moins exigeants au niveau de leur conception. En fait, par exemple, il est très courant de voir des tweeterbox,
qui sont simplement des charges closes, et la principale raison à ça, c'est que la longueur d'onde elle est trop faible pour être influencée par une géométrie interne de la boîte. Donc, quand on conçoit des tops, on essaiera plutôt de réduire les diffractions qui sont causées par la géométrie externe, ou de contrôler la directivité de nos enceintes à l'aide de pavillons d'aigus. Et d'ailleurs, dans les sound systems, les basses fréquences elles font l'objet de beaucoup plus d'attention. Il suffit d'en juger par le volume des caissons qui sont dédiés aux basses, et on peut également en juger par la différence de puissance que demande chacune des fréquences. Pour avoir un son équilibré, les basses elles demandent beaucoup plus de puissance que les aigus. Ça, c'est tout simplement lié à un phénomène physique. Voilà, donc la vidéo elle touche déjà à sa fin. Je termine sur un petit récap comme sur la vidéo précédente. Je vous rappelle que tous les liens que j'ai utilisés pour mes recherches ils sont disponibles en description, n'hésitez pas à y faire un tour. Et n'hésitez pas non plus à me faire des retours en commentaire sur la forme ou sur le fond, et ça m'aide à m'améliorer. C'était une vidéo un petit peu plus courte que la première, mais j'estime que c'est un sujet qui méritait amplement sa vidéo. Dans la prochaine, on devrait parler de charge acoustique et des différentes géométries d'enceintes qui existent. Elle devrait sortir dans quelques jours. Et d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée. Salut!